Bonjour à tous, on va débuter cette session de l'industrie Smith & Nephew. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Patrick Dian et David Dejour pour faire cette présentation, et on a décidé de faire un cas clinique conducteur pour cette présentation. Alors je vous présente le cas de ce patient de 40 ans qui a un poids, une légère surcharge pondérale, qui fait du Krav Maga et qui a été opéré du ligament croisé antérieur en 2010 avec DIDT isolé, et qui quelques années après a fait une rupture itérative. De l'autre côté, il a eu un KJ-Lemaire en 99. Il va très bien, il est très stable, mais il a des douleurs du tendon rotulien. Voici ses radiographies. Donc on note que son alignement est tout à fait normal, quasiment normo-axé. Sur les radiographies, si vous avez participé à la session ce matin, eh bien vous avez remarqué que la translation tibiale antérieure était de 0 mm, donc aucune translation, ce qui est bien, et la pente est de 8 degrés, ce qui est tout à fait normal. Donc chez ce patient, on va pas suspecter un problème de pente et de pente à corriger. L'index de hauteur rotulien de Caton des champs est tout à fait normal. Sur l'autre genou, c'est radiographie. On note par contre sur la laximétrie une laxité importante, 19 mm contre 10 mm. Je vais passer en vitesse l'IRM, mais globalement, on retrouve quelques lésions méniscales, une rupture de sa greffe et également une lésion de la racine postérieure du ménisque externe. L'examen clinique pour vous montrer un petit peu ce patient. Donc tout d'abord une hyperextension également présente qu'on retrouve de manière bilatérale. Donc je vous rappelle, c'est le côté droit où le patient s'est recassé le ligament croisé antérieur. Pas de laxité frontale, mais on a quand même une laxité globale, un Lachman-Triard-Remou +++. Un test du pivot, vous allez le voir, où ça saute quand même pas mal. Et le tiroir antérieur direct. Voilà, on a retrouvé le compte-rendu opératoire. Donc ce patient, il a eu un DIDT isolé, il n'y avait pas de lésion méniscale initialement. Alors, la stratégie thérapeutique, ça va être de balayer un petit peu la technique. Et pour nous, les points clés, eh bien, ça commence déjà par la réalisation d'une ligamentoplastie avec un tunnel fémoral outside-in. Et c'est ce que David Dejour va nous présenter tout de suite. À toi, David. Merci. Donc ce matin déjà, vous avez entendu parler de la chirurgie de révision, mais ce qui s'applique à la révision s'applique également à la chirurgie primaire. Et la question, c'est pourquoi on fait de dehors en dedans, et à Lyon on fait de dehors en dedans. Pratiquement tout le monde utilise cette technique. Vous l'avez vu hier avec le tendon rotulien. Et vous voyez que moi ça me rend vachement heureux de faire du dehors en dedans, et on utilise maintenant ce viseur là, le Delta bord, qui est très très bien. Alors, qu'est-ce que dit la littérature? Il y a plein de chirurgies, il y a plein de journaux très scientifiques, beaucoup moins scientifiques. Et ce qu'on voit, c'est que le transtibial, c'est définitivement pas la bonne solution. La solution anatomique, c'est un positionnement anatomique, c'est définitivement la meilleure solution. Et que le problème dans les échecs, quand il n'y a pas des problèmes de pente ou autre, eh bien, c'est le mauvais positionnement des tunnels, et en particulier le tunnel fémoral. Donc, le tunnel fémoral, c'est la difficulté. Alors, pour corroborer tout ça, on va voir dans la littérature qu'on peut restaurer la kinématique et la stabilité, que le transtibial c'est plutôt un peu challenging et que c'est un peu difficile à faire, et que la réalisation de tunnels indépendants est quand même un élément extrêmement important, parce que on va pouvoir véritablement s'adapter à l'anatomie et retrouver les insertions anatomiques. Donc il y a des éléments positifs, il y a des éléments un peu moins positifs. Le principe de la reconstruction anatomique de ce ligament croisé antérieur, c'est d'abord d'évaluer là où il s'insérait précédemment, de s'adapter, de faire un menu à la carte comme on le fait dans la rotule pour corriger tous les facteurs intrinsèques et anormaux de la chirurgie, de redonner une anatomie à peu près normale. Donc tout ça, c'est comment on va regarder
l'insertion du fémur, comment le retrouver et surtout comment couvrir le mieux cette zone d'insertion qui est pas un rond ou un point, mais qui est plutôt ellipsoïdale. Et puis quand on veut garder le remnant, parce qu'on aime la biologie et les mécanorécepteurs et autres, eh bien il faut pas l'abîmer. Et donc il faut avoir aussi un système qui vous permet de ne pas l'abîmer. Et dans les cas de révision, là aussi, on est souvent confronté à des tunnels mal positionnés, des espèces de résorptions osseuses, comment les gérer. Et très probablement, la visée de dehors en dedans est la meilleure. Si on regarde un petit peu l'insertion anatomique, c'est la moitié d'un cercle, elle est derrière la ligne corticale postérieure et on la voit bien sur cette vue anatomique. Alors quand on utilise un guide de dehors en dedans, eh bien il faut avoir un offset par rapport à sa broche, et cet offset de 5 mm, il est pas c'est pas quelque chose d'obligatoire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir varier avant-arrière le positionnement de sa pointe, parce que des fois il faut l'avancer un peu, des fois il faut le reculer un peu. Ça c'est une chose importante. Ensuite, l'angulation, ça va être 45 degrés par rapport au plateau tibial, et cette orientation, elle va permettre, quand vous allez percer votre tunnel, non pas d'avoir un rond, mais d'avoir une ellipse, ce qui est exactement la forme de l'insertion fémorale. Et puis l'orientation crânio-caudale de 30 degrés, ça va être aussi pour favoriser l'aspect ellipsoïdal, mais également, en particulier si vous utilisez le tendon rotulien, le passage de la greffe, parce que la visée de outside-in, c'est un petit peu plus technique que le inside-outside, c'est certain. Donc ce 5 mm d'offset va vous permettre d'orienter plus ou moins votre guide. Il faut le positionner dans l'articulation, puis après fixer la position dans l'articulation, puis après bouger à l'extérieur pour trouver cette angulation de 45 et de 30. Donc on a plusieurs étapes. Localiser l'insertion fémorale, évaluer ce qui reste et ce qu'on va vouloir conserver, nettoyer les arrivées des tunnels, positionner le guide à l'intérieur, et puis après, comme un compas, on va regarder ce qui se passe à l'extérieur. Donc on fixe dedans et après on fixe en dehors. On met une broche guide et puis ensuite on va percer avec une mèche de 6 mm, ce qui nous permet d'adapter, de fine-tuner la position finale. Et c'est un petit guide, un petit truc qui est vraiment bien. Alors quels sont les avantages de tout ça? Eh ben c'est toutes ces questions-là qu'on peut envisager. Alors il y a plein d'articles qui corroborent tout ça, et notamment il y avait l'article de Henri Robert qui est très intéressant, qui montre bien la couverture ellipsoïdale de l'insertion du fémur. C'est aussi assez safe, et on peut jamais avoir ça quand on fait une visée de dehors en dedans, parce qu'on va toujours avoir un mur postérieur tout à fait solide, et il est absolument impossible de passer en arrière. Donc c'est très sécure. Et puis si vous gardez le remnant, ou ce qui reste, le reliquat de LCA dans une visée inside-outside, c'est ce qu'on fait ici. Là on positionne la broche, on se met en hyperflexion, et puis après on va avoir une grosse mèche là comme ça qui va tout le temps porter, quoi. Alors que quand on fait une visée de dehors en dedans, on va passer derrière, et donc on va jamais abîmer le reliquat de ligament croisé antérieur. Et enfin, pour la révision, quand vous êtes exposé à une radiographie comme ça, avec des vis absolument énormément monstrueuses, bon, évidemment, sur le tibia, faut l'enlever, mais au niveau du fémur, quand vous allez enlever ça, on va se retrouver avec un trou qui est vraiment important. Si vous utilisez une visée de dehors en dedans, vous allez passer derrière, vous allez prendre une autre orientation, et en gros, jamais de la vie, on va être obligé de greffer un tunnel, et on va jamais être embêté par le positionnement fémoral. Et donc, même si vous n'utilisez pas une technique comme ça en primaire, au moins il faut que vous sachiez la faire pour les cas de révision. C'est vraiment extrêmement important. Alors,
les contres, c'est on fait 2 petites incisions. Oui, c'est un petit peu plus demandant, surtout pour le passage de la greffe quand on utilise le tendon rotulien. Il faut faire attention au killer turn. Et puis, ce qui est vraiment positif, c'est la position anatomique, la couverture de l'insertion fémorale. On peut pas avoir de problème sur le passage en arrière. Et pour garder le reliquat de LCA, c'est plutôt bien également. Voilà, vous savez tout. Merci David. Ce qu'on peut rajouter, si tu es d'accord, c'est que ça permet aussi de faire facilement une ténodèse latérale, ce viseur à outine, puisqu'on est au même endroit. Moi, je vais parler du type de greffe. Alors, ce patient, de l'autre côté, il avait eu un tendon rotulien avec forte douleur du tendon rotulien. Et du côté droit qu'on réopère, eh bien, il a été prélevé déjà des ischio-jambiers. Donc, chez ce patient, il semble logique de partir sur une greffe de type tendon quadricipital, à moins de faire une allogreffe. Alors, je rassure Jacques et Jérémy, je vais pas trop effleurer votre sujet sur la biblio, mais c'est intéressant pour éviter ces douleurs de tendon rotulien avec des bons résultats dans la littérature. Je vais surtout vous montrer la technique de prélèvement en utilisant le quad-track de Smith & Nephew, puisque je l'utilise un petit peu. Et en tout cas, la façon dont moi je le prélève, donc on fait une incision d'environ 3 cm. L'idée, c'est on peut faire plus petit, mais il faut quand même bien s'exposer, notamment chez ce patient un peu costaud. Et il va falloir également fermer le tendon quadricipital, donc faire une toute petite incision. C'est à discuter, et en tout cas au début c'est plutôt nécessaire de faire une incision d'au moins 3 cm. On utilise le guide qu'on glisse au-dessus du tendon jusqu'à la marque laser, et ensuite on va mettre en place cet écarteur transparent qui va permettre d'exposer le tendon. Alors il faut le pousser jusqu'à la garde, et la marque laser 0 sur le guide correspond au sommet de la rotule. Ensuite vous pouvez donc vérifier le positionnement de l'ancillaire, et on peut même utiliser, si on le souhaite, un arthroscope pour vérifier qu'on est centré au niveau du tendon quadricipital. Si l'ancillaire est mis trop vers le vaste interne, on peut facilement le déplacer. Ensuite, on va choisir le double lame qu'on souhaite. Il y en a plusieurs, 12, 10 ou 8 mm. Ça va dépendre du cas de figure. Ici, c'est un patient, un LCA de première intention chez quelqu'un qui fait du rugby. Donc, je suis parti sur 12 mm de large, mais plutôt sur une greffe un peu flat, on va dire. Donc, ce qui va permettre d'avoir une bonne greffe. Ensuite, on réalise l'incision de ce tendon. Alors, il faut y aller d'un seul trait, il faut pas bouger latéralement, et on reste guidé par ce guide, et on s'arrête à la longueur qu'on souhaite. Voici la vue un petit peu de l'incision du tendon. Ensuite, on va passer sur le prélèvement distal. Alors, dans mon cas, j'ai choisi de prendre une baguette osseuse sur la rotule. C'est pas forcément nécessaire, mais voilà, c'est ce que je fais dans ma pratique. J'utilise une petite baguette d'environ 10 mm de long. Je réalise un trou à la mèche 2,5 pour passer un fil après, un seul trou. Et ensuite, on va réaliser la découpe de ce bloc osseux avec la scie. Et là, l'idée, c'est de faire un bloc triangulaire, comme vous pouvez voir sur la radiographie. Ça va vous permettre de faciliter le prélèvement, et ça va aussi diminuer le risque de fracture de rotule. Et grâce à cette forme un petit peu de baguette, eh bien, on n'a même pas besoin d'ostéotome avec la petite scie. Si vous avez bien réalisé la coupe, en général, on arrive facilement à détacher cette baguette. Ensuite, on va aller proximalement pour prélever la demi-épaisseur du tendon quadricipital. Alors c'est quand même la partie la plus difficile, d'essayer de pas ouvrir l'articulation. C'est un petit peu un jeu parfois, mais voilà, on y arrive souvent. Ensuite, on met en place un fil tracteur sur cette baguette, et on va pouvoir on peut enlever l'ancillaire d'exposition ou pas, c'est au choix. Et ensuite, on poursuit la dissection proximalement avec le bistouri. Bon, c'est un petit peu. Ensuite, on peut réaliser ça au bistouri ou au ciseau. Et ensuite, on a un ancillaire qui est un peu comme un coupe-cigare qu'on va pouvoir mettre en place pour prélever la longueur qu'on souhaite. Avec il y a une règle sur cet ancillaire qui permet de prélever la longueur qu'on souhaite. Souvent, je vais chercher à avoir 9 cm de long
On peut faire plus, on peut faire moins, ça dépend de votre technique et ce que vous souhaitez. Voilà, donc là, on voit la découpe proximale. Alors c'est vrai que ça, c'est un temps, si on n'a pas d'instrument spécifique, ça peut être un petit peu difficile. J'avais aussi des ciseaux courbes que j'ai pris dans des boîtes de vasculaire, ça coûte rien et ça peut aider dans ce prélèvement. Bon, ici, vous voyez, c'est déjà une bonne grosse greffe. Ça dépend de la chirurgie qu'on souhaite faire. Ensuite, il y a la préparation de la greffe, mais avant, il faut refermer. Personnellement, j'utilise un fil cranté pour faire un surjet de proximal à distal, puisque c'est pas toujours évident de refermer ce tendon. Et ensuite, on prépare la greffe, suivant la technique qu'on souhaite. Alors, chez ce patient, vous avez vu au départ, il y avait une laxité un petit peu globale. Et je pense que c'est important de faire un bilan complémentaire et de rechercher une laxité combinée. Et notamment ici, donc à droite, vous voyez, il y a une ouverture plus importante. Et on peut se poser la question quand même cliniquement d'une lésion postérolatérale. Hein. Il y a une hypermobilité externe et une laxité globale qui doit faire rechercher ça. Et c'est ce que va nous présenter Patrick tout de suite. Merci. Alors, Guillaume vous a montré effectivement des choses importantes. Il faut y penser en fait à cette laxité postérolatérale. Quand vous avez une rupture d'une greffe, il faut penser à ça parce que c'est rare. Dans la littérature, on voit que les atteintes postérolatérales donnent une morbidité certaine et le fait de ne pas reconnaître cette laxité postérieure va objectivement vous donner une rupture de nouveau de votre greffe, si belle soit-elle, comme nous l'a montré Guillaume. Alors la fréquence est peu importante, c'est 10%, associée à une rupture d'un ligament croisé antérieur, et de manière isolée, c'est 5%. Donc vous voyez que c'est pas anodin, et il faut vraiment penser à ces structures postérolatérales. Alors je vous les décris rapidement: le ligament collatéral latéral, le tendon du poplité, le ménisque latéral bien sûr, et le poplité et le fascicule poplité qui permet de gérer cette laxité postérieure. La laxité en varus, on le sait maintenant, il y a quand même pas mal de papiers dans la littérature qui montrent que le ligament collatéral latéral, c'est le frein primaire qui résiste au varus tout au long de l'extension jusqu'à la flexion. Et on a montré effectivement, et notamment Ménard a montré que ces structures sont les premières à supporter le varus et donc à être endommagées en cas de traumatisme en varus. Et Markhoff a montré clairement qu'il y avait une augmentation de la tension d'une greffe de croisée antérieure ou de croisée postérieure en cas d'atteinte postérolatérale. Le rôle des formations postérolatérales, c'est de contrôler la rotation tibiale externe. Et ça, c'est vrai à 30 degrés de flexion, on va pouvoir le montrer assez facilement cliniquement, mais aussi à 90 degrés de flexion. Et ce contrôle de la rotation externe, c'est votre devoir, c'est notre devoir à tous de la contrôler avant d'aller au bloc opératoire. L'hyperextension, Guillaume vous a montré cette hyperextension, c'est assez particulier. L'hyperextension, c'est la capsule postérolatérale qui est atteinte dans la plupart des cas. Et lorsque vous avez une hyperextension supérieure au côté controlatéral, pensez à la capsule postérolatérale. Alors, est-ce que ces structures postérolatérales peuvent cicatriser ? Laprade avait montré qu'il n'y avait aucune possibilité de cicatrisation, de potentiel de cicatrisation, et Canus a démontré que chez l'humain, seuls les grades 3 ne cicatrisaient pas, et que dans les grades 1, on pouvait avoir une cicatrisation. La mécanique de ces structures postérolatérales nous a permis d'affiner un petit peu l'examen clinique. S'il existe un récurvatum asymétrique, pensez, je vous l'ai dit, à la capsule postérolatérale. S'il existe une laxité en varus, augmenté par rapport au côté opposé, pensez à ce moment-là à l'atteinte du ligament collatéral latéral. Et enfin, si vous avez une augmentation de la rotation tibiale externe, il faut penser au complexe du tendon poplité. Et donc les conséquences cliniques, c'est celle-ci. Vous avez à faire un stress en varus, en extension et en déverrouillage, de façon à montrer un petit peu cette laxité qui apparaît tout à fait facilement, même chez un patient éveillé. La rotation externe, moi j'aime bien la faire sur le ventre car ça recentre le tibia, et s'il y a une différence de 15 degrés par rapport au côté opposé, vous pouvez être sûr qu'il existe une augmentation pathologique de la rotation externe. Ça se teste à 30 et à 90 degrés de flexion. Et enfin, ce test dynamique de Houston, vous voyez sur le côté gauche,
si vous demandez aux patients d'aller en hyperextension, vous avez une augmentation du varus qui complète un petit peu le tableau clinique. Alors, les méthodes d'évaluation de cette laxité postérolatérale ont bien été décrites dans la littérature. Nous, on retient essentiellement les varus forcés, comme vous l'a montré Guillaume, qui permettent de voir en fonction du varus les structures postérolatérales qui sont atteintes. Quels sont les traitements qu'on peut avoir? Alors, on parle d'instabilité, de laxité chronique, bien sûr, puisqu'on est dans un cadre de reprise de chirurgie du croisé antérieur. Il faut penser, bien entendu, à l'alignement du membre inférieur et au varus tibial. C'est important d'avoir des grands axes lorsque vous testez ce type de patient. Et puis, bien sûr, il faut aller plutôt vers les ligamentoplasties que vers les réparations, parce qu'on est dans le cadre d'une chronicité. On peut faire des reconstructions du ligament collatéral latéral, du tendon du poplité ou des reconstructions anatomiques, dont vous les connaissez bien. Robert Laprade a bien publié sur cette reconstruction ici présente. Et aussi, il y a la technique versaillaise qui avait été décrite par l'équipe de Versailles avec une reconstruction mixte qui permet de reconstruire le ligament collatéral latéral, le tendon du poplité. Et donc, cette laxité postérolatérale, il ne faut pas négliger ces grands axes. Et rappelez-vous ce que disait Albert Tria, parce que nous sommes à Lyon, l'ostéotomie tibiale est la meilleure des reconstructions dans le cadre de rupture du ligament collatéral latéral. C'est complètement à différencier des reconstructions antérolatérales. On a parlé beaucoup de reconstructions antérolatérales, que ça soit les ténodèses ou les reconstructions du ligament antérolatéral. Ça n'a rien à voir avec ces reconstructions postérolatérales. Et n'imaginez pas régler ce problème postérolatéral en faisant une simple ténodèse. En conclusion, il faut vraiment avoir un diagnostic qui soit approprié, un traitement qui va gérer la rupture du ligament croisé antérieur, la rupture du ligament croisé antérieur et la rupture du ligament collatéral latéral ou des structures postérolatérales. Donc l'examination clinique, l'IRM, et ça va vous donner en fait un algorithme qui va vous permettre de faire un traitement chirurgical basé sur une ostéotomie tibiale et des plasties ligamentaires latérales. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va laisser le podium à l'heure pour la session suivante, Stryker. Merci beaucoup.